Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la variabilité du vivant, qui est un problème effectivement spécifiquement biologiste et que les sciences de la matière ne retrouvent pas. Donc, Canguilhem soulève ce problème de la variabilité biologique et il cite Auguste Comte qui dit que la nature des phénomènes biologiques doit rendre presque impossible que les deux organismes qui sont comparés ne soient différents que d'un seul point de vue. Or, justement, le principe de la méthode scientifique, c'est de comparer deux groupes d'organismes qui doivent ne différer que par un seul et unique paramètre dont on essaye de mesurer les effets. Et donc, il dit, en biologie, la généralisation est limitée par la spécificité de l'objet, le fait que les organismes ne soient pas strictement identiques les uns aux autres et donc on ne peut pas modifier un seul et unique paramètre. Donc comment est-ce qu'on essaye de s'extirper de ce problème de la variabilité biologique quand on fait des expériences? On commence par limiter cette variabilité biologique en limitant toutes les causes. C'est-à-dire que quand on sait qu'un phénomène est soumis à 5 ou 6 paramètres, on va contrôler l'ensemble de ces paramètres, on va leur donner des valeurs stables, des valeurs fixes, pour être sûr qu'ils ne modifient pas ce que l'on est en train de mesurer. Là où, et on va avoir très souvent un problème de généralisation, c'est quelles sont les valeurs qui ont été choisies. Souvent, les valeurs choisies, elles le sont pour des raisons concrètes. On a travaillé à température ambiante, on a travaillé dans une serre à 20 degrés, mais est-ce que c'est représentatif de la situation réelle ou pas? Donc si on travaille toujours sur un organisme à 20 degrés, en fait, on ne saura rien de la réponse de cet organisme au passage de la mauvaise saison chaude ou de la mauvaise saison froide, puisqu'on a toujours travaillé à 20 degrés. Donc les valeurs qu'on choisit pour faire les expériences vont limiter la transposition réelle. Il faut que ces valeurs correspondent à une situation réelle et à ce moment-là, on pourra généraliser l'expérience que à cette situation réelle-là et pas aux autres. Il est parfois très difficile de contrôler certains paramètres. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Donc à ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire deux groupes. Un groupe qu'on va appeler le groupe témoin, dans lequel justement on verra l'effet de ce paramètre que l'on n'arrive pas à contrôler. Et un autre groupe qu'on appellera groupe test, donc dans lequel il y aura l'effet du paramètre qu'on n'arrive pas à contrôler, plus la modification que l'expérimentateur a choisi d'insérer. Et donc en comparant les deux, on ne devrait avoir que l'effet de ce que l'expérimentateur a fait sur le groupe test, et le groupe témoin et le groupe de référence. Donc ça, c'est vraiment une notion fondamentale dans l'expérimentation en biologie. Il doit toujours y avoir un groupe témoin, et le groupe témoin ne doit être différent du groupe test que par un seul et unique paramètre. Donc en BCPST, quand vous faites des TIPE, il faut vraiment vous astreindre à cela. Il faut toujours qu'il y ait un groupe témoin, que ce groupe témoin survive et qu'il soit exactement dans les mêmes conditions. On voit publier parfois des mauvaises expériences où le groupe témoin est différent du groupe test par plusieurs paramètres. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas attribuer au paramètre qui a été modifié par l'expérimentateur, vous ne pouvez pas dire que celui-là est la cause de ce qu'on a vu, puisque vous avez laissé fluctuer deux ou trois autres paramètres qui peuvent tout aussi bien expliquer l'effet. Une autre façon de réduire la variabilité, c'est de ne pas prendre des organismes qui sont hétérogènes génétiquement, mais au contraire de les prendre les plus homogènes. Donc pour faire ça, on fait ce qu'on appelle des lignées pures consanguines. Donc dans les organismes qui acceptent de se croiser, soit faire carrément de l'autofécondation, comme chez les plantes, c'est ce qu'a fait Mendel avec les petits pois. Les petits pois acceptent l'autofécondation, donc il les a croisés avec eux-mêmes. Soit si c'est des animaux, il n'y a pas cette possibilité, et donc on les fait se reproduire entre individus apparentés, jusqu'à obtenir des individus qui sont totalement homozygotes, c'est-à-dire que pour un gène, ils ont les mêmes allèles sur leurs deux chromosomes homologues. Donc on espère comme ça avoir des races, terme utilisé pour des animaux, les variétés, terme utilisé pour les végétaux, qui seront génétiquement, ou les individus seront strictement génétiquement identiques les uns aux autres. Là, on a bien réussi à contrôler la variabilité, mais on a vraiment là le problème de la généralisation. Parce que ces lignées consanguines, par définition, elles n'existent pas dans la nature. Donc, en quoi sont-elles représentatives
des animaux ou des plantes sauvages qui présentent une hétérogénéité génétique et qui n'ont pas forcément les allèles qu'on a pris dans cette lignée pure consanguine. Par exemple, beaucoup d'expériences ont été faites sur le rat Wistar, c'est l'exemple que prend d'ailleurs Canguilhem, qui est un rat de lignée pure consanguine, mais à force de faire des croisements de lignée pure consanguine, il est devenu albinos. Un albinos voit très mal. Donc le rat Wistar a été beaucoup utilisé pour les expériences de conditionnement, donc de comportement, sachant que forcément ici on va voir un comportement qui n'est pas beaucoup lié à la vue. Il est extrêmement performant dans tout ce qui est conditionnement avec de l'odeur, avec de l'audition, mais il n'est pas forcément très performant quand il s'agit de différencier des choses par la vue. Mais ça, c'est pas représentatif du tout du rat sauvage, qui va utiliser beaucoup plus sa vue que le rat Wistar. Et donc, il faut être très prudent quand on veut généraliser. Le comportement du rat Wistar est un comportement un peu particulier, puisque c'est un rat pour lequel la vue est réduite. Alors, peut-être que c'est justement le comportement du rat d'égout, qui ne voit pas forcément très bien, mais ce n'est pas le comportement du rat des champs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a travaillé sur des lignées pures, qu'on a contrôlé les conditions expérimentales, il reste une variabilité, parce que c'est le propre du biologique, c'est pas de la physique, vous aurez toujours de la variabilité à l'intérieur d'un groupe, même si vous avez contrôlé tous les paramètres et que votre groupe est homogène génétiquement. C'est là où intervient l'analyse statistique. Quand Guilhem en parle un tout petit peu, mais à peine, il dit juste que Claude Bernard y était allergique, c'est tout à fait normal. À l'époque de Claude Bernard, l'analyse statistique appliquée à la biologie était encore balbutiante et n'était pas du tout performante. Donc c'est normal qu'il n'en ait pas vraiment vu l'intérêt. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle de la biostatistique, donc statistique appliquée à la biologie. Le principe, généralement, je vais juste prendre un cas relativement simple qui s'applique aux expériences de TIPE. Vous avez deux groupes, un groupe qui est votre groupe témoin et un groupe dans lequel vous avez testé quelque chose. Par exemple, vous avez changé la quantité d'engrais et vous regardez la croissance d'une plante. Pour savoir si le fait que la plante avec de l'engrais pousse mieux, si c'est quelque chose qui est juste la variabilité à l'intérieur du groupe ou si c'est vraiment l'effet de l'engrais, on va calculer quelle est la variabilité à l'intérieur de chaque groupe, dans le groupe témoin d'une part, dans le groupe qui a reçu de l'engrais d'autre part. Et puis ensuite, on va regarder la variabilité entre les groupes. C'est-à-dire qu'on prend les individus de chacun des groupes, on regarde l'écart de leur variabilité, et puis on va regarder, est-ce qu'il y a autant de variabilité entre les groupes qu'au sein des groupes? S'il y en a autant, c'est simplement la variabilité naturelle de cet organisme, et il varie, c'est tout à fait indépendant des traitements que l'on a appliqués dans le système. Mais si vous vous apercevez que la variabilité à l'intérieur du groupe est beaucoup plus faible que les différences qu'il y a entre les groupes, là, il est peu probable d'obtenir une telle différence par hasard. Donc on va utiliser la loi normale pour calculer la probabilité d'avoir les mêmes résultats que ceux d'expérimentateurs, mais uniquement dû au hasard. Si vous avez beaucoup de variabilité dans le groupe et que les deux groupes diffèrent assez peu, eh bien la probabilité d'obtenir ces résultats par hasard sera extrêmement élevée. C'est la variabilité naturelle de l'organisme. Si au contraire, on obtient des résultats avec une faible variabilité dans le groupe, une forte différence entre les deux groupes, la probabilité d'obtenir ces résultats par hasard sera extrêmement faible. Les biologistes se sont mis d'accord pour dire que s'il n'y a que 5% de chances d'obtenir ces résultats-là par hasard, alors ils sont statistiquement différents. C'est-à-dire qu'il est improbable, fortement improbable, il n'y a que 5% de chances, d'obtenir ça par hasard. Une réanalyse a dit qu'en fait, à 5%, il y a encore des possibilités de l'avoir par hasard. En réalité, il faudrait qu'il n'y ait que 1% de chances d'obtenir par hasard ces résultats pour que l'on puisse dire que ces résultats sont vraiment statistiquement différents. Mais les biologistes n'ont pas encore révisé leur convention. Donc dans ces cas-là, ce que fait l'analyse statistique, elle vous dit, vous n'avez pas obtenu ces résultats par hasard. Ce que les étudiants interprètent tout de suite comme, ah c'est mon traitement, c'est l'engrais qui est la cause. L'analyse statistique ne vous a pas dit ça. Elle a dit, ça ne s'est pas obtenu par hasard. Mais si ça se trouve, ce que vous avez fait, c'est que vous avez aussi mis le groupe avec l'engrais à côté de la fenêtre,
alors que le groupe témoin qui ne vous intéressait pas, il était à l'ombre. Donc effectivement, ce n'est pas par hasard, mais ce n'est pas attribuable à l'engrais. Donc pour savoir à quoi est attribuable cette absence de hasard, c'est que la façon dont vous avez fait cette expérience qui vous permettra de le dire. Est-ce que vous avez contrôlé toutes les conditions expérimentales? Si ce n'est pas le cas, c'est aussi bien le traitement que vous avez fait que la condition expérimentale que vous n'avez pas contrôlée qui peut être responsable de l'absence du hasard. Donc les statistiques ne vous permettent jamais d'identifier la cause. Elles vous permettent juste de dire on peut obtenir très facilement ces résultats par hasard, il est très difficile de les obtenir sans le hasard. Alors ensuite, Canguilhem a vraiment une phrase très surprenante. L'utilisation du rat blanc élevé par la Wistar Institution implique l'adhésion au mendélisme. Ça, on est d'accord, à la génétique et au mendélisme, on est tout à fait d'accord. Et il ajoute qu'il reste quand même aujourd'hui encore des théories. Alors si, dans le sens de théorie, c'est modèle scientifique, toute connaissance biologique sera toujours un modèle scientifique. Donc j'ai l'impression qu'il veut plutôt dire que ce n'est pas encore complètement solide et qu'on fait une hypothèse hasardeuse. Là où je suis extrêmement étonnée, c'est que Morgan, qui a démontré la théorie chromosomique de l'hérédité, donc qui a prouvé que les caractères sont portés par les chromosomes et qu'on peut prédire l'hérédité des caractères en suivant les chromosomes, a fait ses études dans les années 20, pas 50, et il a même eu le prix Nobel en 1933. Donc c'est quand même assez surprenant que Canguilhem ne soit pas au courant de ça en 1952. Là, je trouve que soit il ne s'est pas suffisamment renseigné, soit il est un petit peu de mauvaise foi. En tout cas, aujourd'hui, c'est un modèle extrêmement stable et cette affirmation reste un petit peu surprenante. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Hunt Morgan, c'est un généticien qui a travaillé sur la drosophile, qui a obtenu des mutants de drosophile et qui a réussi à montrer que l'hérédité pouvait être totalement prédite par le déplacement des chromosomes lors de la méiose et lors de la fécondation. Donc c'est l'argument le plus fort en faveur de ce qu'il appelle le mendélisme, c'est-à-dire que les caractères sont portés par des substances héréditaires qu'aujourd'hui on appelle gènes et qui sont portés par l'ADN et qui s'héritent dans la transmission des parents aux descendants. Une autre difficulté de la généralisation